Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans cette formation présentant les principes hémodynamiques basiques utiles à la gestion d'un patient de réanimation. Cette formation a été élaborée par la commission IDE de l'ASFAR dans le cadre du Basic Package phase 1. Je suis Thomas Godet, je travaille en réanimation polyvalente au CHU de Clermont-Ferrand. Pour commencer, la notion d'hémodynamique correspond à la circulation du sang dans les réseaux veineux et artériels à l'aide de pompes, dont la principale est la pompe cardiaque. Nous allons aborder les différents principes de base qui régissent cette hémodynamique, ainsi que certaines thérapeutiques de façon succincte. L'oxygène est transporté du poumon vers les tissus à l'aide de la pompe cardiaque. Cet oxygène sera alors utilisé par les différents tissus et leurs cellules pour produire de l'énergie. Cette optimisation de la distribution de l'oxygène aux tissus dépend de plusieurs déterminants. Premièrement, l'oxygénation du sang veineux au niveau des poumons pour produire du sang artériel oxygéné. Deuxièmement, de la façon dont l'oxygène va être transporté vers les tissus. Et enfin, de la façon dont l'oxygène va être délivré et utilisé par ces mêmes tissus. Cette interaction entre le cœur, les vaisseaux et les organes est indispensable pour un bon fonctionnement de l'organisme. Si l'un de ces trois éléments ne fonctionne pas, on observera un défaut d'apport en oxygène aux cellules par rapport à leurs besoins. Il en résulte alors une hypoxie, dite tissulaire, qui correspond à un défaut d'apport ou à une dette en oxygène au niveau des cellules. Attention, le terme hypoxémie correspond à un défaut d'oxygénation du sang qui est le plus souvent lié à une dysfonction au niveau pulmonaire. Le but d'une bonne hémodynamique est d'assurer l'adéquation entre les apports en oxygène et les besoins tissulaires en oxygène. Pour résumer, les principaux déterminants permettant l'optimisation de l'hémodynamique sont l'oxygénation artérielle, dont le principal déterminant est la fonction pulmonaire, le transport de l'oxygène qui est lié au débit cardiaque, à la quantité d'hémoglobine et à la saturation de cette hémoglobine en oxygène, et la délivrance de l'oxygène qui va dépendre de l'extraction de ce même oxygène au niveau tissulaire, qui dépend elle-même de la microcirculation et de la diffusion de l'oxygène au niveau de ces cellules. Nous allons détailler ces différentes étapes dans les diapositives suivantes. La première étape est l'oxygénation du sang veineux pour produire du sang artériel. Vous voyez ici schématisé une alvéole à proximité d'un capillaire pulmonaire. L'oxygène de cette alvéole peut passer au niveau du sang pulmonaire qui va donc se charger en oxygène. L'oxygénation artérielle va dépendre de la concentration en oxygène au sein de cette alvéole et donc à la FiO2 ou fraction inspirée en oxygène, celle que vous pouvez par exemple régler sur votre respirateur ou en modifiant le débit d'oxygène délivré au patient. Le passage de cet oxygène dépend de la perméabilité entre l'alvéole et le vaisseau que l'on appelle la perméabilité alvéolo-capillaire et qui correspond à l'hématose. Le transport en oxygène peut être représenté par le schéma que vous avez déjà vu plus tôt. On peut imaginer la circulation sanguine comme un petit train. Les wagons qui représentent l'hémoglobine vont se charger en oxygène au niveau des poumons. Plus le taux d'hémoglobine sera élevé, plus d'oxygène pourra être transporté. Ces wagons pourront être plus ou moins saturés en oxygène, ce qui correspond à la saturation artérielle en oxygène ou SaO2. Le contenu artériel en oxygène dépend donc du taux d'hémoglobine et de sa saturation. Pour faire avancer ce petit train, il faut une pompe. Cette pompe est bien entendu le cœur et plus précisément le débit cardiaque généré par cette pompe cardiaque. La troisième étape correspond à la délivrance de l'oxygène aux cellules. Ceci se passe au niveau de ce qu'on appelle la microcirculation, qui correspond finalement au réseau des capillaires les plus fins qui se trouvent à proximité des cellules. Ici est représenté un petit capillaire avec des cellules autour et vous voyez qu'il est possible d'extraire l'oxygène depuis l'hémoglobine des hématies vers ces cellules. Finalement, chaque cellule a la possibilité d'extraire de l'oxygène en fonction de ses différentes propriétés et de son environnement. La distribution de l'oxygène aux cellules se fait par diffusion. Cette distribution s'appelle l'extraction. En cas de défaut de diffusion, en cas d'œdème par exemple, la cellule deviendra déficitaire en oxygène et la respiration sera altérée. La respiration cellulaire se fait au niveau des mitochondries qui sont un des composants de la cellule qui assure la respiration en utilisant de l'oxygène et du glucose pour former de l'énergie sous forme d'ATP
ou adénosine triphosphate et en libérant du dioxyde de carbone et de l'eau. En cas de défaut d'apport d'oxygène au niveau cellulaire, cette mitochondrie ne peut plus fonctionner. Le glucose va devoir emprunter d'autres voies de métabolisme, dites anaérobies, et être métabolisé en pyruvate pour fabriquer de l'ATP, de l'énergie. Le résidu alors produit sera du lactate. Ainsi, en cas d'inadéquation entre les apports et les besoins tissulaires en oxygène, il se crée une hyperlactatémie. Nous allons maintenant vous présenter les différents composants du système cardiovasculaire. Ce système est composé de la pompe, le muscle myocardique, des artères en sortie du cœur et des veines qui reviennent vers le cœur. Nous allons par la suite discuter de ces trois éléments et de leurs interactions afin de maintenir une hémodynamique stable. Le fonctionnement de la pompe cardiaque dépend de plusieurs paramètres. Certains sont propres au muscle myocardique, à savoir sa fréquence de contraction, qu'on appelle le chronotropisme, et sa force de contraction, que l'on appelle l'inotropisme. Quand le muscle se contracte et entraîne l'éjection d'un volume sanguin à travers l'aorte, celui-ci va rencontrer une résistance à son écoulement qui va dépendre de la pression artérielle. C'est ce qu'on appelle la post-charge. Afin de pouvoir éjecter un volume sanguin, il faut que le cœur se soit au préalable rempli de sang. Ce remplissage dépend du retour veineux qui est un système capacitif comme nous le verrons plus tard. Ce retour veineux s'appelle la précharge. Nous allons détailler comment ces trois éléments interagissent les uns avec les autres dans les diapositives suivantes. Revenons tout d'abord au fonctionnement de base du muscle myocardique. Le remplissage est lié au retour veineux qui se fait à travers les veines caves inférieures et supérieures. L'oreillette droite se remplit de même que le ventricule droit qui se relaxe. L'oreillette droite se contracte ensuite afin d'aider au remplissage du ventricule droit. La systole ventriculaire entraîne alors l'éjection du contenu sanguin du ventricule droit vers l'artère pulmonaire. Le sang circule alors à travers la circulation pulmonaire pour libérer le CO2 et s'enrichir en oxygène. Le sang oxygéné arrive alors à travers les veines pulmonaires dans l'oreillette gauche, puis dans le ventricule gauche. La systole auriculaire gauche permet une fois encore de compléter le remplissage du ventricule gauche qui, en se contractant, éjecte le volume sanguin vers l'aorte. En réanimation, la plupart des patients sont équipés d'un cathéter artériel. Celui-ci permet notamment de surveiller la pression artérielle. À chaque contraction ventriculaire ou systole, un volume de sang est éjecté dans l'aorte, puis, de proche en proche, se déplace vers la périphérie des artères. Le volume de sang éjecté, ou volume d'éjection systolique, VES, est proportionnel à l'air sous la courbe d'artère lors de chaque cycle cardiaque, ici représenté en rouge. La pression supérieure atteinte par la courbe d'artère correspond à la pression artérielle systolique, alors que la pression la plus basse correspond à la pression artérielle diastolique. La pression artérielle moyenne est calculée automatiquement. Comme nous l'avons vu précédemment, le cœur éjecte à chaque systole un volume de sang. Celui-ci va se propager de façon pulsatile dans le réseau artériel. Il se crée alors une onde de pouls qui correspond au pouls que l'on peut percevoir en palpant une artère. Le réseau artériel est élastique et revient à sa position initiale qui lui est propre en diastole. L'éjection crée donc la pression artérielle systolique et l'élasticité résiduelle de l'artère, la pression artérielle diastolique. Le remplissage du cœur se fait en diastole lorsque celui-ci se relâche et ne se contracte pas. Cette diastole est primordiale car elle permet un remplissage adéquat en laissant un temps suffisant au retour veineux. La diastole est également importante car elle permet la perfusion des artères du cœur, les artères coronaires. Pour rappel, l'électrocardiogramme enregistré en continu correspond à l'activité électrique cardiaque. L'onde P correspond à la dépolarisation des oreillettes et à leur contraction. L'onde P correspond donc à la systole auriculaire. Le complexe QRS correspond à la dépolarisation des ventricules et à leur contraction. Il s'agit de la systole ventriculaire. L'onde T correspond à la repolarisation des ventricules et à leur relaxation. C'est la diastole.
Ces notions sont importantes car elles permettent de comprendre d'un seul coup d'œil certaines anomalies potentielles de l'hémodynamique générale. En effet, le remplissage cardiaque se réalise durant la diastole. Ainsi, en cas de tachycardie, il se peut que la pression artérielle chute. Cela peut être expliqué par le fait qu'une tachycardie se fait au détriment de la diastole. La dépolarisation auriculo-ventriculaire se fait grosso modo toujours aussi rapidement. En cas de raccourcissement trop important de la diastole, le cœur peut ne plus avoir assez de temps pour se remplir. Il n'est pas assez plein et ne peut donc plus rien éjecter. Il ne peut donc plus créer de pression systolique qui est elle-même liée au volume d'éjection systolique. Un phénomène similaire peut aussi se produire en cas de passage en ACFA, arythmie complète par fibrillation auriculaire. L'ACFA correspond à la perte de l'onde P et donc de la systole auriculaire. On observe sur l'électrocardiogramme une trémulation de la ligne de base. Rappelons que cette contraction auriculaire permet d'optimiser le remplissage ventriculaire et donc le volume d'éjection systolique. Certains patients sont très dépendants de cette contraction auriculaire. Sa perte entraîne donc une perte de volume d'éjection systolique et donc une possible hypotension artérielle. Un passage en fibrillation auriculaire mal toléré doit donc être traité en fonction de sa cause. Il convient de traiter soit une hypovolémie, soit une hypokaliémie, soit une hypomagnésiémie, ou encore de traquer un sepsis parmi d'autres causes possibles. Nous ne rentrerons pas dans le détail de ces traitements. Justement, une des causes classiques de passage en fibrillation auriculaire est l'hypovolémie. Pour comprendre cette hypovolémie et savoir comment la traiter, il faut parler du concept de retour veineux. Le retour veineux est un système capacitif. 70% du sang se trouve dans le réseau veineux qui se divise en deux sous-unités. Le sang circulant correspond au volume contraint et le sang non circulant au volume non contraint qui sert finalement de réservoir. Le retour veineux permet d'alimenter le cœur. Le gradient de pression qui permet de faire circuler le sang veineux est la différence entre la pression veineuse, ici nommée PV, qui est en fait une pression de remplissage systémique moyenne et qui schématiquement correspond à la pression créée par la hauteur du volume de sang contraint représentée ici en bleu. La pression qui s'oppose cette fois-ci au retour veineux vers le cœur est la pression de l'oreillette droite ou POD, qui peut être approchée par la PVC, pression veineuse centrale, mesurée sur un cathéter central positionné dans le territoire cave supérieur. Le cœur sert finalement à alimenter ce réservoir sanguin veineux. Ainsi, si la POD devient identique à la pression veineuse, aucun retour veineux n'est possible et le cœur n'est plus alimenté et le débit cardiaque s'effondre. Que se passe-t-il alors lorsque l'on réalise une expansion volumique, encore dénommée remplissage? En pratique, nous allons remplir le réseau veineux capacitif et augmenter son volume. Sa hauteur va donc augmenter sur le schéma, favorisant ainsi le retour veineux par augmentation de la pression veineuse. Il n'est cependant pas possible de ne faire que remplir un patient. En effet, à un moment, le cœur ne sera plus en capacité à fournir un effort suffisant pour éjecter ce volume trop important. En effet, si les fibres myocardiques sont trop distendues, sous l'effet de l'hypervolémie, elles ne peuvent plus se contracter efficacement. Ceci est illustré par la courbe de Frank et Starling qui correspond à la courbe de fonctionnement du muscle myocardique. Sur cette courbe est représenté l'effet du volume sur la capacité du muscle à produire une contraction qui est ici assimilée au débit cardiaque. Si l'on administre un volume ΔV en abscisse à notre patient, le cœur est initialement en capacité de produire du débit cardiaque de façon importante, ici noté delta débit cardiaque numéro 1. Si l'on fait une nouvelle épreuve de remplissage en administrant le même volume ΔV, cette fois-ci le cœur ne sera possiblement plus en capacité de produire un aussi grand débit cardiaque, et ainsi de suite. Plus on continue à remplir notre patient, plus le muscle cardiaque est distendu et moins il est capable de fournir une contraction efficace.
Ainsi, plus on remplit un patient, moins il est capable de produire du débit cardiaque. Ceci est illustré en cas de fonction cardiaque normale, en bleu, sur le schéma. Vous imaginez bien que si l'on fait la même chose avec un patient qui présente une fonction cardiaque altérée, on arrive très rapidement à la saturation volumique du myocarde et donc à l'apparition possible d'une hypervolémie avec des œdèmes, voire un œdème aigu du poumon, encore dénommé OAP. Toute la difficulté de la gestion hémodynamique de nos patients de réanimation réside ici. Nous devons utiliser des outils de monitorage afin de déterminer s'il est possible d'administrer un fluide au patient ou s'il faut privilégier une autre thérapeutique. En cas d'hypotension artérielle ou de bas débit cardiaque ne répondant pas à une expansion volémique, il est possible d'administrer un médicament vasoconstricteur, au premier rang desquels se trouve la noradrénaline, qui est la catécholamine vasoconstrictrice la plus utilisée. Ce médicament permet une contraction des vaisseaux, aussi bien artériels que veineux. Ainsi, il est possible artificiellement d'augmenter le volume de sang contraint par mobilisation du sang non contraint. La pression veineuse se retrouve donc augmentée ainsi que le retour veineux. On peut donc augmenter la précharge cardiaque en utilisant un médicament vasoconstricteur. Il est également envisageable de diminuer la gêne au retour veineux en cas de dysfonction myocardique. En effet, il se peut que la pression auriculaire droite ou POD soit élevée du fait d'un tableau de défaillance myocardique. L'utilisation d'un médicament inotrope, au premier rang desquels se trouve la dobutamine, peut permettre d'augmenter la contractilité myocardique et donc de diminuer la gêne au retour veineux par diminution de la POD. Attention cependant, ce type de traitement entraîne une vasodilatation vasculaire qui peut entraîner des hypotensions artérielles profondes qu'il conviendra de contrer par l'administration de noradrénaline. Nous venons de discuter de quelques grands principes d'hémodynamique appliqués à nos patients de réanimation. En cas d'hypotension artérielle, de bas débit cardiaque ou d'état de choc, il convient de rechercher leur cause et de la traiter le plus rapidement possible. En effet, la persistance d'un état de choc conduit inévitablement à une défaillance multiviscérale fatale par hypoperfusion tissulaire diffuse et ischémie des organes. En cas de défaillance de la pompe cardiaque, nous parlons de choc cardiogénique. En cas d'anomalie du contenu, du volume sanguin contenu dans les vaisseaux, on parle de choc hypovolémique, au premier rang desquels se trouve le choc hémorragique. En cas d'anomalie des vaisseaux, donc du contenant, on parle de choc distributif. Le plus fréquemment rencontré est le choc septique. On peut également rencontrer le choc anaphylactique, mais avec une fréquence beaucoup plus faible. Le choc cardiogénique correspond à l'incapacité de la pompe myocardique à générer un débit sanguin suffisant pour perfuser les organes périphériques. Nous avons représenté ici les différentes étiologies possibles d'un choc cardiogénique et les différents traitements à envisager. Sans rentrer dans le détail, il faut garder en mémoire que le premier traitement d'un choc cardiogénique habituellement rencontré en réanimation polyvalente est un choc cardiogénique d'origine myocardique avec une baisse de la contractilité qui répond extrêmement bien aux inotropes. En cas de choc hypovolémique, il faut rechercher quel type de contenu fait défaut. Pour mémoire, le sang total se compose à 60% de plasma, dont 10% de protéines et 50% d'eau. Le reste correspond aux éléments figurés du sang, donc aux cellules, les globules rouges, les globules blancs et les plaquettes. Ainsi,
il est possible de déterminer quel est le type d'hypovolémie que rencontre le patient. Soit il existe une perte d'eau et d'électrolytes, ce qui correspond à une déshydratation globale du patient, soit le patient a perdu du plasma, ce que l'on peut retrouver en cas de diarrhée exsudative massive, de brûlure ou encore de fuite capillaire. Et enfin, le patient peut avoir perdu du sang total, ce qui correspond au choc hémorragique. Avant de parler succinctement des traitements du choc hypovolémique, il est important de faire un rappel sur les mécanismes adaptatifs qui peuvent être mis en jeu au cours du choc hémorragique. Le diagramme du haut représente la spoliation sanguine progressive. Au cours d'une exsanguination ou spoliation sanguine ou perte de sang totale, 3 phases peuvent apparaître. Initialement, un patient qui perd du sang va compenser son état de choc en mettant en jeu le système rénine-angiotensine qui permet la réabsorption d'eau au niveau rénal et la sécrétion de catécholamines endogènes. C'est la phase sympatho-excitatrice. La pression artérielle est maintenue, ici en rouge, mais la fréquence cardiaque augmente sous l'effet des catécholamines endogènes. Cela illustre le fait que la pression artérielle est un très mauvais reflet d'un état de choc à sa phase initiale. La fréquence cardiaque est plus fiable pour détecter un état de choc débutant. L'état de choc est dit compensé. Si la spoliation sanguine se poursuit, on voit apparaître la phase sympatho-inhibitrice. Le choc ne peut plus être compensé par épuisement des mécanismes compensateurs. La pression artérielle baisse alors, avec en plus apparition d'une inflammation et donc d'une vasoplégie liée à la mort des cellules qui commencent à souffrir du défaut d'apport en oxygène. En cas de poursuite de cette spoliation, le choc devient irréversible et le patient décède. Très rapidement et sans rentrer dans les détails, le traitement d'un choc hémorragique ou d'un choc hypovolémique dépend d'un contrôle de l'hémodynamique en utilisant du remplissage vasculaire et éventuellement des amines vasoconstrictrices, le contrôle de la cause de ces pertes de volume, ici dans le cas d'un choc hémorragique, le contrôle du saignement, ça peut être une compression, une chirurgie, une embolisation, et enfin il faut ne pas oublier que en cas de réanimation d'un choc hémorragique de façon agressive, se met en place une coagulopathie qui est liée à la consommation des facteurs de coagulation sur le lieu de l'hémorragie, l'organe qui saigne par exemple, mais aussi par dilution du fait de nos produits d'expansion volémique. Il faut donc éviter de trop diluer nos facteurs de coagulation, ou en tout cas en ramener suffisamment. Il faut également éviter toute hypothermie, puisque quand nous remplissons un patient avec nos solutés à température ambiante, nous faisons baisser la température de notre patient et nous inactivons donc les facteurs de coagulation. Enfin, il faut éviter l'acidose, puisque l'acidose inactive également les facteurs de la coagulation. Il ne faut également pas oublier de supplémenter en calcium notre patient, calcium qui est un des cofacteurs de la coagulation. Le traitement des autres états de choc reprend à peu près les mêmes thérapeutiques en supplémentant les pertes identifiées. En cas de choc distributif, l'anomalie provient de la mauvaise distribution aux cellules de l'oxygène nécessaire. Le chef de file et le plus caricatural est le choc septique. La mauvaise distribution de l'oxygène est liée à plusieurs phénomènes, notamment inflammatoires. En cas d'inflammation majeure, une vasodilatation ou vasoplégie apparaît et le sang ne parvient plus efficacement aux cellules. La perfusion tissulaire est altérée. Cette hypoperfusion tissulaire entraîne une hypoxie tissulaire et donc une souffrance des organes. De plus, il existe des anomalies microcirculatoires liées à la porosité des vaisseaux, le milieu interstitiel devient alors œdémateux, mais aussi à la formation de thrombus dans le réseau des capillaires de la microcirculation. La diffusion de l'oxygène devient altérée. La mitochondrie cellulaire ne peut plus créer d'énergie à partir de l'oxygène et une hypoxie tissulaire apparaît avec synthèse de lactate. Il faut savoir que ce type d'état de choc est accompagné d'un choc hypovolémique vrai,
par fuite capillaire massive, mais peut également être compliqué d'un authentique état de choc cardiogénique avec une défaillance myocardique qu'il conviendra de traiter à l'aide d'inotropes. Le traitement global du choc septique repose sur un traitement agressif et précoce. On parle de golden hour. Sur le diagramme présenté ici, qui est presque trop parfait, on comprend bien que plus on attend pour traiter un choc septique, plus la mortalité du patient augmente. Le traitement d'un choc septique doit être agressif et précoce, comme nous l'avons montré précédemment. Il repose sur trois facettes principales. La première est le contrôle de l'hémodynamique. Ce contrôle de l'hémodynamique repose sur une expansion volémique agressive à la phase initiale, à l'aide de cristalloïdes, mais aussi à l'utilisation de médicaments vasoconstricteurs comme la noradrénaline. Il convient également de contrôler la source du choc septique, la source de l'infection, et il convient d'utiliser des agents anti-infectieux adaptés dont nous ne rentrerons pas dans le détail. En conclusion, nous pouvons dire que l'hémodynamique reste la pierre angulaire de la prise en charge de tout patient de réanimation. Vous avez également compris que la pression artérielle reste insuffisante chez la plupart des patients et notamment chez les patients les plus graves. Il est donc nécessaire de monitorer le débit cardiaque et le volume d'éjection systolique par différentes techniques, si possible des techniques continues comme la thermodilution transpulmonaire ou encore le cathéter artériel pulmonaire ou cathéter de Swan-Ganz, mais il est également possible et recommandé d'utiliser l'échocardiographie thoracique, qu'elle soit transœsophagienne ou transthoracique, au lit du patient. Bien entendu, gérer l'hémodynamique d'un patient ne peut s'entendre que si le reste de la prise en charge s'ensuit. Par exemple, dans le cas d'une prise en charge d'un choc septique, il faut bien entendu contrôler la source du sepsis par exemple. Finalement, je vous remercie pour votre attention et vous encourage vivement à retrouver d'autres formations en ligne sur le site de la SFAR et de la commission IDE de réanimation www.sfar.org. Et je vous dis à bientôt.